Salut à tous, aujourd'hui c'est la 20e émission et on va parler kiosque. Aujourd'hui ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté et on va commencer avec Star Wars. Star Wars, le premier numéro chez Panini Comics qui va donc reprendre les séries qui sont créées désormais chez Marvel avec les artistes de chez Marvel. Dans ce premier numéro qui est sorti il y a un mois maintenant, qui coûte 7,90 €, nous retrouvons deux épisodes de deux séries différentes, à savoir Star Wars tout court et Dark Vador. La première série, qui est Star Wars, est scénarisée par notre ami Jason Aaron et dessinée par Salvador Larroca, non, John Cassaday, voilà, c'est l'inverse. On y retrouve les personnages de la trilogie originale, à savoir Luke Skywalker, Princesse Leia, Han Solo et Chewbacca et compagnie, ainsi que leurs ennemis, donc comme ici Dark Vador. Ça ne reprend pas le contenu du film, puisque là on pourrait croire que c'est une scène tirée de la fin de l'épisode 4, The New Hope, mais en fait c'est une mission qui se déroule après le premier épisode. C'est bien écrit, assez divertissant, c'est plutôt bien dessiné, on retrouve l'essence du premier film, j'ai envie de dire, justement, avec une aventure, on va sur une base de l'Empire pour essayer de libérer des gens et de trafiquer un petit peu les créations de l'Empire. C'est bien dessiné, on retrouve un petit peu l'écriture Marvel, justement, parce que ce sont les artistes Marvel, et c'est vraiment agréable. Alors évidemment, on n'a pas cette tension habituelle, c'est-à-dire que sur des scènes comme celle-ci, où Luke Skywalker affronte Dark Vador, il n'y a pas énormément d'intérêt, dans le sens où on sait déjà qu'il ne se passera rien, puisqu'ils vont s'affronter dans le film second, l'Empire contre-attaque, et c'est là que Luke perdra sa main. Donc c'est un peu le souci que j'ai avec ces séries Star Wars, globalement, et qui fait que je ne pense pas à prendre la suite, c'est que je veux avoir de la surprise, je veux qu'il y ait des enjeux, et dans des séries comme ça qui se déroulent entre les films, au sein d'une trilogie que nous connaissons déjà, scénaristiquement on est assez limité, c'est-à-dire qu'on va faire des petites aventures qui ne vont pas changer grand-chose à l'histoire globale. Voilà. S'ils se font capturer, on sait qu'ils vont s'en sortir. S'il y a un affrontement, on sait qu'ils sortiront vainqueurs et qu'ils ne seront pas mortellement blessés. Plein de choses comme ça, donc on est assez limité, je trouve. Je pense que pour faire des choses prolifiques, et ils l'ont bien montré en animé, la période Clone Wars, c'est-à-dire toute la guerre des clones, est la meilleure période pour le faire, ou alors on fait une préquelle ou une séquelle, donc soit avant, sur l'ancien empire, etc., ou alors après, pour teaser un petit peu le 7e film, mais surtout pendant cette trilogie originale, c'est assez limité. La seconde série, donc Dark Vador, je vous disais, qui cette fois est écrite par Kieron Gillen, et qui est dessinée par Salvador Larroca. J'ai beaucoup aimé le dessin, vraiment de la grande qualité. Salvador Larroca, il est connu aussi pour faire des choses bien, donc voilà. Et puis c'est assez intéressant de retrouver Dark Vador en tant que personnage principal d'une propre série, avec des complots et des traîtres au sein de l'Empire. Bien sûr, des personnages connus comme Boba Fett font apparition, mais pas que. On a aussi cette espèce de Chewbacca noir, en fait. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'action, c'est bien dessiné, c'est assez divertissant. Je pense que les fans de Star Wars y retrouveront, vont beaucoup aimer, vont acheter ça. Je sais que le numéro 1 s'est très bien vendu. Pour ma part, j'aime beaucoup Star Wars, mais ça me rend pas foufou ce comics. Voilà, c'est des petites histoires divertissantes, mais qui n'apportent rien de très grandiose. On passe ensuite chez Urban Comics avec Superman Saga hors série, le numéro 3, qui est consacré à Supergirl et les Red Lanterns. C'est une saga, alors pas une saga complète, puisqu'en fait la saga complète, il faudrait le numéro précédent, mais c'est une sorte quand même de saga complète, qui met en scène donc Supergirl au sein des Red Lanterns. C'est vraiment bien fait, j'ai vraiment adoré. J'avais feuilleté, puis du coup je me suis dit de l'acheter. Au scénario, on a Tony Bedard, au dessin, plein de gens. On a essentiellement du Yildiray Cinar, Diagones Neves, Emanuela Lapuccino, et peut-être d'autres parce que ça change d'un épisode à un autre. Toujours est-il que globalement c'est assez continu, les styles graphiques sont tous bons, ils sont tous dans la même veine en plus, donc ça c'est vraiment agréable, on peut apprécier ça. L'histoire est très intéressante, très fluide,
Il se passe plein de choses, il y a plein de différents personnages. J'aime beaucoup les Red Lanterns depuis les New 52, je trouve que leur écriture est vraiment très soignée. Ils sont même, pour ma part, je trouve mieux écrits et plus intéressants que les Green Lanterns. Je suis pas vraiment fan en même temps à la base des Green Lanterns, mais j'aime beaucoup par contre les Red Lanterns. À chaque fois que j'ai pu tomber sur un épisode 2, j'ai bien aimé. Donc voilà, pour résumer un petit peu, on suit la fin des aventures de Supergirl au sein des Red Lanterns. Elle va aider donc Kyle Rayner à combattre Atrocitus, qui lui va former son propre gang de Red Lantern avec des nouveaux-nés Red Lantern, c'est-à-dire que des anneaux ont été envoyés partout dans l'univers pour recruter de nouveaux Red Lantern, dont une était justement Supergirl, qui va donc aider ces Red Lantern à combattre Atrocitus. Donc on va découvrir de nouveaux personnages, on va découvrir des planètes, des affrontements, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce tome, et tout va se terminer justement par un affrontement entre Supergirl et une espèce qui souhaite détruire d'autres espèces afin de les rendre plus fortes. Une idéologie assez particulière à laquelle va s'opposer Supergirl, et à la fin, elle va combattre donc son ennemi et redevenir Supergirl à nouveau. C'est vraiment super, justement. Je vais mettre la dernière image. Donc on a, voilà, quand elle ressort du soleil avec sa tenue classique, c'est vraiment très réussi, très soigné. Supergirl est de toute façon l'une des héroïnes qui a le plus gagné avec les New 52. Et d'ailleurs, le fait qu'on quitte les New 52 après Convergence, j'espère qu'elle ne sera pas perdue pour autant, parce qu'on pourrait très bien la perdre et se retrouver avec des choses mauvaises. Ce qui ne serait pas une bonne idée, mais avec la série aussi Supergirl qui sort, on peut espérer qu'ils misent beaucoup au niveau du comics également. Donc voilà pour ce Superman Saga qui coûte 5,60€, donc vraiment c'est pas cher, 5,60€. Voilà justement aussi un autre cas, c'est que celui-là il coûte plus cher parce qu'il y a une couverture variante, collector, c'est numéro 1, mais 7,90€ pour ça, ça n'apporte pas grand chose. Alors qu'ici vous avez quasiment une saga complète pour 5,60€, c'est beaucoup plus gros, c'est mieux écrit, c'est plus beau, franchement il n'y a pas à tergiverser. Si vous aimez Star Wars, vous prenez ça. Si par contre Star Wars c'est pas votre cam, dirigez-vous vers du Supergirl, même si à la base vous ne connaissez pas. Et on va finir avec Panini à nouveau, deux petits kiosques. Axis numéro 1, qui est donc le crossover actuel, l'event chez Marvel, qui met en scène Crâne Rouge en Red Onslow. Donc il a pris le cerveau de Charles Xavier, et Charles Xavier c'était dans le passé des X-Men transformé en Onslow, cet être de ténèbres démoniaque très puissant. Et cette fois, c'est à Crâne Rouge de se transformer ainsi. C'est dessiné par Adam Kubert et écrit par Rick Remender. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien dessiné, mais c'est brouillon, que ce soit dans l'écriture ou dans les dessins. C'est-à-dire que si je vous prends les premières pages, voilà, c'est pas mal, hein, la colorisation, tout ça, voilà, Adam Kubert est un grand artiste, néanmoins, parfois c'est un peu flou dans les personnages, parfois les situations c'est soit très vite réglé, soit on n'a pas de détails, soit c'est un peu brouillon. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce numéro, mais pour autant j'en ressors avec une idée que ça aurait pu être beaucoup mieux. Adam Kubert, je l'ai vu en bien plus grande forme que là-dessus. Franchement, je trouve un Adam Kubert un peu essoufflé, qui propose des choses trop brouillonnes. La mise en page est pas très bonne, je trouve. Le découpage des pages, c'est un peu bizarre, je trouve. Certains visages sont assez particuliers. Je suis un peu mitigé, c'est-à-dire qu'on retrouve plein de personnages, on retrouve une intrigue. Voilà, il y a les X-Men, il y a les Avengers, il y a les méchants, il y a Crâne Rouge, il y a plein de choses. Mais pour autant, c'est pas forcément bien fait. Ça a l'air en plus, c'est le numéro 1, et pourtant on a l'impression d'assister à une fin. Voilà. Et si on n'a pas lu les prologues, qui sont les comment ils appellent ça dans les préludes à Axis, qui sont dans tous les autres kiosques, bah, on a un peu perdu. Ou alors il faut lire Uncanny Avengers au minimum, il faut lire du Magneto, il faudrait lire du X-Men, il faudrait lire un peu d'Avengers. J'ai un peu de mal avec ce qu'on appelle un event ou un crossover si ce crossover nécessite d'autres choses avant. Voilà, le crossover c'est le principe, je prends un crossover et ça marche. Je prends Secret Invasion, je lis Secret Invasion, je me fiche de ce qui avance, de ce qui est après. Si je lis Axis, j'ai pas lu ce qui est avant, je suis paumé.
Je suis paumé parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Crâne Rouge il se transforme comme ça? Pourquoi les mutants ils s'affrontent entre eux? Pourquoi il y a des mutants et des vengeurs? Pourquoi? Voilà, c'est un peu maladroit dans la façon de faire. Ça reste néanmoins un très bon numéro. Je pense que si un Absolute ou quelque chose avec tous les préludes sortait, ce serait vraiment intéressant. Après, il faut voir également comment le titre va évoluer, puisqu'il se termine d'une façon assez surprenante à la fin de ce premier numéro. On a l'impression que donc, tous les héros ont été vaincus. Iron Man est le dernier à faire face, et au moment où il va être éliminé, on termine sur une belle double page. Ça c'est intéressant, qu'on va déplier comme ça, avec Magneto qui arrive avec plein de vilains de l'univers Marvel pour se confronter à Red Onslow. Donc voilà, ça coûte 4,30€, c'est très petit, hein, comme tous les crossovers chez Panini Comics, c'est des petits numéros, mais bon voilà, j'avais bien aimé les dessins globalement quand même, ça reste bon, c'est juste que Adam Kubert, il est capable de beaucoup mieux que ça, donc j'ai un peu déçu, et au niveau de, voilà, je le dis, la mise en page, le découpage, la façon de gérer les différentes cases, m'a un peu dérangé, mais ça reste quand même globalement plutôt bon, on va pas dire que c'est mauvais, on a vu beaucoup pire, bien pire ces derniers temps dans les crossovers Marvel. Dernier kiosque, la mort de Wolverine, donc également quelque chose d'important, il se passe beaucoup de choses dans l'univers Marvel actuellement, qui est dans le Wolverine numéro 23, qui se poursuivra dans le Wolverine numéro 24, et c'est au prix de 4,50€. La couverture est un petit peu en quelque sorte métallisée, brillante, bien réussie d'ailleurs avec une petite cible X, et on retrouve Charles Soule à l'écriture et Steve McNiven au dessin. Tout d'abord, c'est du grand dessin, c'est du Steve McNiven grandiose, magnifique, voilà. Ne serait-ce que pour les dessins, les illustrations, je vous conseille de l'acheter. Pour l'histoire, on est il y a la première moitié, on sait, on nous a teasé depuis très longtemps que Wolverine va mourir. Pour l'instant, il n'est pas mort, hein. Il combat, c'est bien, voilà. Justement, pour comparer avec l'autre, et ben, avec Axis, ici c'est bien découpé, c'est bien mis en page, c'est bien illustré, les visages sont bien faits, les proportions sont là. Vraiment on sent du détail dans chaque image, voilà, une grande page très réussie. Puis à côté, un découpage très classique qui met en avant le mouvement des personnages. Voilà, Steve McNiven est un pro, Adam Kubert aussi il est un pro, c'est pour ça que c'est assez déstabilisant de voir ce qu'il fait sur Axis. Et voilà, tout s'enchaîne assez vite. On traverse pas mal d'endroits, il y a des doubles pages, il y a des grandes pages, il y a des pages normales, voilà, c'est vraiment grandiose. On a voilà, le masque d'Iron Man, il y a plein de choses, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dedans, puisque il ne se passe pas énormément de choses en termes d'histoire réelle, voilà, c'est plutôt graphiquement qu'il se passe pas mal d'événements, que dans la narration elle-même, des personnages arrivent, etc. On est coupé pas tout à fait à la fin, puisqu'il nous reste pas mal de pages, il nous reste tout ça, un petit peu de pages, qui sont un épisode qui n'a rien à voir, cette fois très mal dessiné, qui n'a aucun intérêt scénaristique, donc je ne perdrai pas de temps là-dessus. Si vous avez fini le Death of Wolverine et que vous avez ces pages-là, vous pouvez très bien refaire mes livres, parce que vous allez être choqués par ce que vous allez voir après. Voilà pour le kiosque. On va finir avec 2 tomes librairie maintenant, et chez Panini Comics, Thor, tome 2, dans la collection Marvel Now de Jason Aaron et Esad Ribic. Donc la deuxième partie et fin de l'arc Le Massacreur de Dieu. Ouais, c'est ça. Qui coûte... il n'y a pas le prix là-dessus derrière. C'est 12-13 € les Marvel Now chez Panini Comics. Dans la même veine que le premier, on s'arrête là où on était, c'est-à-dire que le plan de Gore, le Massacreur de Dieu, va être de détruire tous les dieux. Il a déjà bien fait le boulot, hein. Il reste plus grand monde, il reste du Thor principalement, et il va utiliser une grande bombe qui va détruire tous les dieux présents dans l'univers. On a découvert dans le premier tome les 3 Thor de manière individuelle, donc on a suivi le jeune Thor nordique qui n'a pas encore Mjolnir, mais qui a sa hache, je ne sais plus ce que c'est le nom, Skahorn ou un truc comme ça. Nous avons suivi le Thor Avengers et le vieux Thor qui est le roi, le père de tout, qui remplace Odin. On commence ce tome 2 avec un flashback, du moins les origines de Gore, d'où il vient, pourquoi cette aversion pour les dieux, et on comprend pourquoi ce personnage a tant de haine, et aussi ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui est responsable de cette folie meurtrière, il n'y a pas que son esprit à l'intérieur. Donc on découvrira voilà, comment il a quitté sa planète d'origine,
comment il a tué son premier dieu, comment il a évolué. Puis, directement, sans même perdre de temps, on nous transporte dans le temps réel, dans le présent, où cette fois, eh bien, on retrouve Volstagg, un des amis de Thor, qui est torturé par Gore, qui n'a vraiment aucune pitié pour les dieux. Épisode suivant, on retrouve le jeune Thor, à nouveau, et va se mettre en place la fin de l'histoire, c'est-à-dire avec les Thors qui commencent à se réunir. Le Thor Avengers et le Thor que je vais appeler Odin, le vieux Thor, se réunissent et vont tous deux partir à l'attaque de la forteresse de Gore, puisque Gore est en fait ici placé dans la période du Thor Odin, donc dans le futur. Dans le même temps, le Thor du passé, le jeune Thor, va être enlevé par Gore, qui va le mettre en esclavage. Et vu que toutes les dimensions, tous les temps sont présents, eh bien Thor va rencontrer ses petites filles, sauf que elles ont le même âge que lui, voire plus vieilles. Donc quand il lui annonce qu'il s'agit de Thor, elle ne le croit pas, elle dit non, c'est n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir le fils de Gore qui comprend les idéaux de son père, mais en même temps a des doutes. Et c'est Thor qui va lui faire comprendre que voilà, il y a un problème avec ce que fait son père. Les combats vont vite arriver, et après, voilà, je ne vais rien raconter de plus. Vous allez découvrir par vous-même en l'achetant. C'est vraiment sublime. C'est une histoire absolument magnifique qui se place dans toutes ces histoires que j'adore, dans les écrits de Thor, ces écrits apocalyptiques, ces écrits de fin du monde, de Ragnarok. C'est ça que j'aime bien dans Thor. C'est quand on sent que c'est une histoire que seul Thor peut avoir. Il y a des histoires qu'on peut faire, mais qui ne pourraient appartenir qu'à un autre Avengers, à un X-Men. Ici, c'est quelque chose, on sent qu'il n'y a qu'un dieu qui pourrait avoir une histoire comme ça. Et donc, c'est réservé à Thor. Et c'est ça qui est bien, c'est quand une histoire ne peut être faite que pour ce personnage. On sent qu'elle a été écrite pour lui, et pas qu'on a décidé de faire une histoire et qu'au dernier moment, on a dit « je vais mettre Thor en personnage principal ». C'est toujours bien dessiné. J'ai eu moins de planches qui m'ont vraiment abasourdi par rapport au premier. Mais par contre, globalement, la qualité est toujours là. C'est toujours du très beau dessin, du très bon découpage, un très bon style graphique, une très bonne colorisation. Voilà. Puis quel bonheur de voir 3 Thors combattant ensemble. Il y a pas mal de choses vraiment magnifiques. Des plans, voilà. Je pense notamment au fils de Gore, ce qui se passe, toute cette intrigue autour de Gore. L'idée philosophique aussi que Thor fait comprendre que de toute manière, quoi qu'il fasse, il y aura toujours un problème, puisque Gore, en fait, est un dieu, et que s'il veut tuer tous les dieux, il en restera toujours un, lui-même, qui s'est perdu. Et nous avons, je vais vous montrer quand même une image vraiment magnifique, pour terminer, c'est... il y a celle-là déjà, Thor armé de 2 Mjolnir, puisqu'évidemment il y a 3 Mjolnir possibles, puisqu'il y a 3 époques. Le jeune Thor n'en ayant pas, il y en a 2, et le vieux Thor donne à Thor Avengers le 2e marteau Mjolnir, ce qui fait que nous avons un Thor qui possède 2 Mjolnir. Ça, c'est assez impressionnant. Et puis juste après, nous avons ça. Alors ça, voilà, c'est Thor. Non seulement il a 2 Mjolnir, mais en plus il a l'Annihilum. C'est-à-dire que là, je pense que c'est le personnage le plus over-cheaté de toute la création Marvel. C'est vraiment, et puis voilà, on passe de couleurs vives à des couleurs sombres. C'est vraiment magnifique, voilà, double page, voilà. Que dire, c'est un achat obligatoire. Si vous voulez découvrir du Thor, j'avais déjà dit pour le premier tome, il faut acheter Thor, God of Thunder, donc Thor tome 2 chez Marvel Now, et tome 1 qui forme un tout. Vous avez une saga complète, magnifiquement illustrée, magnifiquement écrite, et qui vous permet de découvrir Thor à plein d'époques. C'est une sorte d'histoire qui sert à la fois de fin, mais de commencement, pour s'ouvrir à l'univers du dieu nordique. Donc voilà, ce Thor qui coûte 13-12 € dans la collection Marvel Now de Panini Comics. Et enfin, on va finir avec un gros pavé et quelque chose d'un peu plus ancien, c'est Kingdom Come, tout aussi essentiel, puisqu'il se place dans la collection DC Essentielle d'Urban Comics et qui fait 336 pages. Kingdom Come, c'est l'histoire de Mark Waid et Alex Ross, illustrée par Alex Ross, qui nous présente un futur également, une fois n'est pas coutume, comme dans Thor, un futur apocalyptique, dans lequel les super-héros que nous connaissons se sont retirés, sont à la retraite, et c'est une nouvelle génération de héros, leurs fils, leurs petits-fils, des gens qui ont obtenu des pouvoirs ou d'autres personnes, d'autres planètes, qui désormais combattent sans se soucier des civils et qui mettent à feu et à sang
le pays n'ont aucun scrupule, aucun sens de la justice ou de la morale. Vous avez, voilà, c'est très bien dessiné d'ailleurs, j'en parlerai après. Et un événement va se passer, c'est que le Kansas va être entièrement détruit suite à un affrontement entre super-héros. C'est qui va pousser Superman à sortir de sa retraite. Et il va réunir tous ses anciens alliés, que ce soit Green Lantern, que ce soit Wonder Woman, et j'en passe. Seul Batman, qui continue, lui, a toujours continué, il n'a pas arrêté, à combattre le crime à Gotham City, ne va pas accepter de le rejoindre. Il a mis en place un état policier, en quelque sorte. Voilà, il contrôle totalement la ville. C'est-à-dire qu'il contrôle pour pouvoir permettre ces choses-là. Donc dès qu'un criminel apparaît, des robots de Batman apparaissent et les arrêtent. Le livre est coupé en 4 chapitres, 4 grands chapitres. Et donc le premier chapitre, ça va être le retour de Superman. Tandis que le chapitre 2, qui s'appelle Vérité et Justice, à chaque fois nous avons d'ailleurs une magnifique illustration pour ouvrir le chapitre avec les différents personnages, va mettre en scène donc Superman et tous ses alliés face à ces soit les vilains, soit les gentils, qui mettent le souk dans le monde. La solution inventée par Superman, puisqu'il va demander de les rejoindre, il va vouloir leur inculquer le respect des valeurs qui sont les siennes, mais ceux qui refusent seront enfermés dans un goulag, une prison, qui rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale, en plus sympa hein, quand même, et bah voilà, d'autres ne sont pas d'accord, on pense à Lex Luthor, Batman, le gouvernement, les gens commencent à douter et à s'opposer à Superman. On retrouve tous les personnages mythiques de DC Comics, c'est aussi la manière de rendre hommage au Golden Age, puisque c'est un récit qui justement fait passer de l'âge sombre dans lequel on était, et qui au contraire rend hommage et veut faire ressurgir l'âge d'or, le Golden Age des héros. Marvel. Il se place plein de choses, c'est difficile de tout expliquer. Toujours est-il qu'à un moment donné, Lex Luthor et Batman vont faire un plan pour détruire le goulag de Superman et ainsi créer toute une folie qui va le faire descendre de son piédestal sur lequel se place Superman. C'est Shazam qui a été, dont il a été lavé son cerveau, il a reçu un lavage de cerveau, qui va être la pierre angulaire de toute la fin de ce récit et qui va s'opposer à Superman qui, en plus non seulement de gérer le goulag, il sera bien évidemment aidé par Batman qui va en fait montrer qu'il est du même côté que lui, mais le gouvernement lui va envoyer une bombe nucléaire, une charge nucléaire sur ce goulag, et donc pour sauver tous ses amis, Superman va devoir arrêter la bombe. Problème, Shazam l'empêche de le faire, et Shazam étant un être magique qui, pour ceux qui le savent, est la faiblesse de Superman, c'est-à-dire que Superman est un dieu, est un surhomme, il est invincible, sauf à la magie. La magie, c'est pas bon pour Superman. Donc ils vont s'affronter dans un affrontement dantesque. Il y a d'ailleurs toute une référence biblique au récit, avec un personnage humain qui a des visions et qui parle sous termes bibliques de Dieu, de coups de tonnerre, de divinité, d'apocalypse, de Ragnarok, de jours sans fin, etc. Et au final, Superman va donner le choix à Shazam de choisir entre les surhommes, les super-humains, les héros, et l'humanité, puisqu'il est à la passerelle entre les deux. Il est à la fois un homme, un être humain, il n'est plus enfant, c'est dans le futur, donc c'est un adulte, et il est en même temps Shazam, cet être qui est l'un des plus puissants également de l'univers DC Comics. Et donc il va faire un autre choix, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir entre empêcher Superman de détruire la bombe et de sauver les gens, ou de laisser Superman détruire cette bombe, il va lui-même se lancer, il va retenir Superman et il va aller se projeter contre la bombe, la frapper de coups de tonnerre et va la détruire. Néanmoins, cela ne suffira pas à sauver les gens. On termine avec des images catastrophiques, un Superman au milieu de cendres, au milieu de cadavres, et qui va, avec ses yeux rouges remplis de folie, s'attaquer au gouvernement avec une seule envie, le détruire. La voix de la raison viendra d'un homme qui est un personnage qui va être le fil conducteur du récit, qui est en fait le regard du mortel, notre propre regard sur ces surhommes, sur ces dieux, et qui va faire en sorte de l'empêcher de faire une bêtise. Et c'est donc avec un Superman qui va faire un discours très important auprès de l'humanité que se termine ce récit, avec le fait qu'il n'y a pas de personne au-dessus des autres, il n'y a pas de Dieu
autres, ils vont vivre avec les humains au sein d'eux en gagnant leur confiance. On termine donc avec un épilogue où ça se passe quelques années plus tard. Wonder Woman et Superman sont ensemble, ils sont mariés, ils ont des enfants, dont le parrain sera Bruce Wayne. Et là, on retrouve toute la philosophie du livre, c'est-à-dire que Clark dit que si ils vont avoir l'enfant le plus puissant du monde, la fusion de Wonder Woman et Superman, et donc il est important qu'un mortel comme Bruce Wayne, qui soit vraiment pragmatique et terre à terre, prenne en charge son éducation. Sinon, il pourrait être assez dangereux pour le monde. Et puis enfin, l'avenir. Donc l'avenir, rapidement, quelques planches. Et là, je vais en profiter pour parler donc, du style d'Alex Ross, qui est vraiment magnifique, si vous connaissez, avec un style hyper réaliste, un ton de couleur bien choisi. Et Kingdom Come, je pense, c'est l'un de ses travaux les plus réussis en termes de qualité graphique. Il n'y a aucun défaut, il y a un sens du travail, un sens du détail qui est très rare. On dépasse le cadre simple du comic, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'art à part entière. Alex Ross se place aux côtés des plus grands peintres qu'on puisse connaître. Et donc on découvre donc 100 ans plus tard, 20 ans plus tard, 200 ans plus tard, 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, avec ces générations, ces futurs fils de Superman et de Wonder Woman, qui ont eu eux-mêmes des enfants et des petits-enfants, et qui font des générations de super-héros, qui suivent la voie de leurs ancêtres, sous les yeux comblés de Superman. Donc voilà pour ce récit qui est nécessaire, indispensable, magnifique autant dans l'écriture que dans les dessins, et que je vous conseille à tous d'acheter. Sachant en plus que l'édition d'Urban, qui est très épaisse, contient, vous regardez, vous vous dites pourquoi il reste autant de pages, ce sont les bonus. Nous avons plein d'écrits, des écrits préparatoires, des travaux préparatoires des deux artistes. Nous avons des questions-réponses sur un peu des choses qu'on voudrait savoir. Et puis, toute la galerie de personnages. Donc en croquis, donc ça va de Superman, il y a tout le monde, Wonder Woman, je vais avancer un peu, donc ça c'est les persos principaux. Après nous avons la fille de Brainiac, Phébus, donc des persos qu'on ne connaît pas forcément, des nouveaux persos. Nous avons Oliver et Dina Queen, ainsi que leur fille, Black Canary 3, Blue Beetle 2, Zatara, Wildcat, tous les personnages sont là. Donc voilà, Green Lantern 6, Obsidian, Fate 5, Éclair, donc il y a pas mal de numéros, puisque ça se passe des années dans le futur, de l'univers actuel, Chasseresse 3, donc il y en a plein qui ont des numéros 3, 4, 5, 6, Spy Smasher 2, Buttle et Buttle Girl 1, 2, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a les gentils, il y a les méchants, Nightstar, qui est la fille de Nightwing, donc ici Red Robin, il est dans ce livre-là, donc de Dick Grayson et de Starfire, Tula, Flash 4, Red Hood, Darkstar, il y a beaucoup de monde, et si on les place, c'est parce qu'ils ont reçu tous un soin particulier dans le livre. On les a pas laissés comme ça à l'abandon en disant tiens je vais mettre un perso. Non, vraiment, on les a bien dessinés, on les a bien caractérisés, on les a bien utilisés. Captain Marvel, Captain Atom. Nous avons le Front de Libération de l'Humanité, donc même des gens qu'on voit pas beaucoup, Cobra, Lex Luthor, Selina Kyle, et j'en passe, Deadman, La Quintessence, vraiment, c'est presque une encyclopédie en fait ce bonus, ça vous met tout. Et puis après ça, nous avons toutes les galeries de couverture, d'images promotionnelles, en couleur. Donc là, c'est une claque visuelle. Donc voilà, il y en a plein en plus. Je vais en prendre quelques-unes. Voilà quoi, ça. Voilà, ça. Voilà, ça. Voilà, bon de toute façon, je pourrais tout montrer. Voilà, des trucs en noir et blanc, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, Kingdom Come, qui est vraiment indispensable, qui est un hommage au Golden Age, avec justement des choix de personnages et de look de personnages assez déstabilisants. Si vous n'avez commencé que les comics d'ici, d'ailleurs pourquoi je dis Marvel depuis tout à l'heure, c'est d'ici, les comics d'ici depuis peu, puisque par exemple le look de Flash, ce n'est pas le Flash actuel, ce n'est pas Barry Allen, mais un autre. Voilà, et plein de personnages comme ça, la tenue du Chevalier d'Emeraude, de Green Lantern, il y a plein de références au Golden Age, et donc, et même pas qu'au Golden Age, il y a plein de périodes, donc vraiment Kingdom Come, c'est un récit fait avec amour et qu'on lit avec amour. Vraiment, si vous aimez les comics, il faut vous l'acheter, c'est indispensable. Voilà pour ce 20e épisode du Comic Eater Showcase. On se retrouvera dans un mois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!